Mesdames et messieurs, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Nous avons déjà discuté avec vous de tous les sujets principaux de la semaine passée. Mais en coulisses, il se passe souvent beaucoup de choses qui influencent notre vie tout autant que les principaux événements du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays, principalement des pays musulmans. Nous parlerons des compagnons de route qui semblent marcher avec vous au même rythme, dans la même direction, mais il s'avère ensuite qu'ils ont des objectifs complètement différents. Nous parlerons de la loi Logan, de l'arrestation possible du sénateur Graham, ainsi que des dernières nouvelles du champ de bataille entre Trump et Musk. Mais nous commencerons par raconter une autre attaque réussie et brillamment menée contre des installations militaires russes en mer Noire. En 2014, lors de l'annexion de la Crimée, la Russie a également pris le contrôle de plateformes gazières. Ce sont des plateformes en mer pour l'extraction de gaz, notamment la plateforme Boyko ou Boyko. La Russie a installé sur la plateforme un radar, un système complet appelé Neva. Et en juin 2022, les forces ukrainiennes ont tenté d'attaquer plusieurs plateformes gazières en mer avec des missiles, ont endommagé certaines installations et ont temporairement interrompu l'extraction de gaz. En août 2024, une attaque militaire navale ukrainienne en haute mer. Ils ont attaqué la plateforme, la tour elle-même, et en décembre 2024, plusieurs autres plateformes ont également été attaquées avec un succès partiel. Et enfin, le 19 mai de cette année, le service de sécurité d'Ukraine a annoncé qu'une frappe précise et efficace avait été menée à l'aide de drones aériens et maritimes et que la plateforme ainsi que le radar qui y était installé avaient été mis hors service. À exactement 8h30 du matin, le 19 mai 2025, l'opérateur du service de sécurité d'Ukraine ayant mis des lunettes vues à la première personne a reçu l'autorisation tant attendue de lancer. Quelques secondes plus tard, un quadricoptère ukrainien transportant 3 kg de puissants explosifs a entamé un trajet de 35 km au-dessus de la mer Noire pour détruire l'un des actifs de renseignement russes les plus importants, ce qui aidera l'Ukraine à reprendre le contrôle de la mer Noire. L'opérateur avec l'indicatif d'appel Sokol se trouvait dans un bunker camouflé à 35 km de la cible sur l'île Zmeïny. Son drone était un quadricoptère vu à la première personne standard avec un châssis de 10 pouces, assemblé à partir de composants chinois dans un atelier de Kiev seulement quelques jours auparavant. Mais ce n'était déjà plus un drone de course. Sur son châssis, un explosif artisanal était fixé à l'aide de colliers en plastique, destiné à détruire ce radar et à éliminer tout personnel dans un rayon de 5 mètres. Les coordonnées de la cible avaient été téléchargées dans sa station de contrôle au sol plusieurs heures auparavant. L'installation radar Neva sur la tour Boyko Alpha, l'une des plateformes gazières capturées par la Russie en mer Noire. Ce n'était pas un radar ordinaire. Le système NEVA assurait une zone de détection de 45 km, ce qui gênait les opérations ukrainiennes pendant plusieurs mois. La mise hors service de ce système aurait permis aux forces ukrainiennes de se déplacer beaucoup plus librement dans cette zone de la mer Noire. Le système de drone vu à la première personne qu'il pilotait incarnait la démocratisation des armes de haute précision. Un drone de course à $500, transformé en missile guidé grâce à l'ingéniosité ukrainienne. Les 4 moteurs brushless du quadricoptère ont atteint 20 000 tours par minute lorsque le pilote a commencé le décollage depuis une plateforme de lancement improvisée dissimulée parmi les roseaux du rivage. Contrairement aux drones militaires traditionnels, les systèmes vus à la première personne offrent un flux vidéo en temps réel via une transmission analogique, résistante au brouillage électronique. Sokol voyait tout ce que voyait son drone, à travers des lunettes de réalité virtuelle bien fixées sur la tête. Ce qui créait un lien étroit entre le pilote et l'arme et rendait les drones vus à la première personne exceptionnellement précis pour frapper des cibles ponctuelles. Le profil de vol a été soigneusement planifié afin d'éviter d'être détecté par les forces russes. Au lieu de voler directement vers la cible, le drone suivait une trajectoire en zigzag, comme illustré ici, en restant à une altitude inférieure à 50 mètres pour rester hors de portée des radars.
À une vitesse de 65 km par heure, le trajet de 35 km aurait pris un peu plus de 45 minutes en raison de la trajectoire en zigzag que le drone devait suivre pour éviter d'être détecté. Lorsque le drone a pris son envol et a commencé à s'approcher des tours, Boyko Sokol a vu à travers la caméra du drone la mer Noire qui s'étendait en contrebas. Au loin, une plateforme gazière émergeait de l'eau, telle une île d'acier parsemée d'équipements russes et de personnel qui ne se doutaient pas qu'on s'approchait d'eux. À 9h15, heure locale, le drone vu à la première personne de Sokol a franchi la dernière vague et la plateforme Vichek Boyko est apparue devant ses yeux à travers les lunettes dans une image d'une clarté cristalline. L'énorme structure d'acier s'élevait à 40 mètres au-dessus de la mer Noire. Et là, au point le plus élevé de la plateforme, se trouvait sa cible, le système radar NEVA, qui, depuis plusieurs mois, surveillait les actions des Ukrainiens. Le radar NEVA n'était pas simplement un quelconque équipement de surveillance. C'était l'un des rares systèmes hérités de l'époque soviétique qui fonctionnait vraiment bien. Le système de la bande K fonctionnait à une fréquence de 35 GHz avec une antenne réseau rotative, capable de détecter des cibles aériennes et de surface à une distance allant jusqu'à 45 km. Ce qui était encore plus important pour les troupes russes, c'est qu'ils pouvaient simultanément suivre jusqu'à 200 cibles et transmettre les données de guidage au système d'armes déployé dans toute la région du nord-ouest de la mer Noire. Mais malgré toutes ces qualités d'ingénierie, ce système radar n'a pas pu résister à l'impact direct d'un drone explosif. 3 kg d'explosifs fixés au drone Sokol peuvent sembler une charge insignifiante, mais ils se révèlent absolument dévastateurs s'ils sont dirigés contre les transmetteurs, récepteurs et systèmes de guide d'ondes sensibles. À travers ses lunettes, Sokol voyait le personnel russe se déplacer sur les niveaux inférieurs de la plateforme, totalement inconscient de la menace approchant du nord-est. Le radar NEVA continuait de tourner méthodiquement, se rapprochant à chaque rotation de la détection possible du drone qui approchait. Mais les quadricoptères vus à la première personne ont une très faible surface équivalente radar à peu près comparable à celle d'un gros oiseau marin, ce qui les rend pratiquement invisibles pour la plupart des systèmes de détection. À une distance de 800 mètres de la cible, Sokol a entamé l'approche finale. Tout l'avantage des systèmes vus à la première personne réside dans leur précision. Contrairement aux roquettes d'artillerie qui s'appuient sur les coordonnées Global Positioning System, les pilotes de drones vus à la première personne peuvent effectuer des corrections en temps réel jusqu'au moment même de l'impact. Sokol voyait exactement où il voulait frapper, à la jonction entre l'antenne du radar et son bloc de commande, au point vulnérable où l'on peut infliger un maximum de dégâts aussi bien aux composants mécaniques qu'électroniques. La caméra du drone montrait comment le système NEVA occupait de plus en plus son champ de vision. Les ingénieurs soviétiques ont créé ce système, résistant aux interférences électroniques et aux conditions météorologiques extrêmes. Mais ils ne l'ont jamais conçu pour qu'elle puisse résister à une explosion directe. Le carénage de protection du radar était une feuille d'aluminium conçue pour protéger contre les embruns salés et la pluie et non contre des explosifs se déplaçant à 60 km à l'heure. À une distance de 200 mètres, le personnel russe sur la plateforme a finalement remarqué le drone Sokol qui approchait. J'ai vu qu'il montrait du doigt et criait, mais il était déjà trop tard. Le quadricoptère avançait trop vite et la distance était trop courte pour toute action défensive. L'un des techniciens a attrapé quelque chose qui ressemblait à un fusil, mais le drone devait percuter la cible dans moins de 10 secondes à 0,920. Le drone vu à la première personne de Sokol a frappé le dispositif d'antenne du système radar NEVA avec un effet destructeur. Le dispositif explosif s'est déclenché instantanément au contact, projetant des éclats d'aluminium, d'acier et de composants électroniques sur toute la plateforme. Ainsi, un drone et un seul pilote avec des lunettes amusantes et une commande enfantine, comme ça dans les mains, ont mis hors service le système. Eh bien, je dirais qu'un tel radar et une bonne partie, comme une structure en acier, là pour dire le coût, j'en suis sûr, se chiffre en millions. Ce radar était les yeux de la Russie dans cette zone de la mer Noire. Je crois qu'il pouvait observer jusqu'à 40 km dans toutes les directions grâce à lui. Un drone, qui coûte moins cher qu'un abonnement annuel a détruit l'une des meilleures capacités de renseignement de la Russie. Alors que de la fumée s'élevait au-dessus de la station radar NEVA détruite, à 80 km de là, une arme bien plus dévastatrice s'approchait des tours Boyko.
Alors qu'on luttait contre les conséquences de la frappe aérienne, un autre drone s'est approché de la plateforme depuis la mer. Bien que cela ne soit pas confirmé à 100% au moment de la réalisation de cette vidéo, beaucoup soupçonnent que c'est précisément cette arme qui se dirigeait vers la plateforme. Le drone Sea Baby, fendant les vagues de la mer Noire, incarnait le summum de la perfection de la guerre navale ukrainienne. Le drone de surface sans pilote de 6 mètres, transportant presque une tonne d'explosifs, se dirigeait vers la plateforme gazière occupée par la Russie. Contrairement à la petite charge d'un drone aérien, celui-ci transportait en somme une énorme quantité d'explosifs. Une tonne d'explosifs capable de détruire, une structure sérieuse. Contrairement au drone vu à la première personne artisanale, il a été spécialement conçu pour la destruction. Développé par une unité du service de sécurité d'Ukraine ukrainien pour attaquer des cibles maritimes fortifiées, cet appareil gris profilé ressemblait davantage à un patrouilleur rapide qu'à une arme de guerre. Mais sous son apparence discrète se cachaient 1000 kg d'explosifs militaires, suffisamment puissants pour raser tout un quartier urbain. La conception de l'ogive du Sea Baby était un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie pyrotechnique. Au lieu d'une seule charge massive, l'armement du Sea Baby se composait de plusieurs charges cumulatives disposées autour de la partie avant. Une telle configuration créait ce que les ingénieurs appellent l'effet de détonation sympathique. Lorsque la charge principale explosait, elle déclenchait successivement les charges secondaires, créant une explosion prolongée capable de détruire des structures en béton armé. Les opérateurs disposaient d'informations détaillées sur la structure de la plateforme, y compris l'emplacement des entrepôts, des quartiers d'habitation et des colonnes de soutien. Ils savaient exactement où aller pour infliger un maximum de dégâts. Lorsque Sea Baby s'approchait de sa cible à une vitesse de 45 nœuds, sa tête de combat représentait le summum des innovations ukrainiennes dans la guerre asymétrique. Des milliers de kilogrammes d'explosifs précisément calculés allaient bientôt démontrer pourquoi la Russie ferait mieux de quitter les marais ukrainiens au plus vite. Le drone maritime. Sea Baby se trouvait à 30 km des plateformes Boïka et s'approchait rapidement. Grâce au système de caméras haute résolution, les opérateurs du service de sécurité d'Ukraine voyaient la plateforme gazière devenir de plus en plus grande sur leurs écrans, tandis qu'une fumée noire s'élevait toujours au-dessus du système radar détruit Neva. Cependant, leur cible n'était pas le radar, déjà détruit par une attaque de drone vue à la première personne. Leur mission consistait à détruire la plateforme elle-même, afin qu'elle ne puisse plus jamais être utilisée comme avant-poste militaire russe. La trajectoire d'approche avait été soigneusement calculée afin de surprendre au maximum l'ennemi et de minimiser les capacités de défense russes. Avec la destruction du radar Neva, les forces russes sur la plateforme sont effectivement devenues aveugles face aux menaces de surface. Leur seul moyen de détection restait leurs propres yeux et les radios portatives, grâce auxquelles ils pouvaient appeler des renforts. Mais les renforts se trouvaient à plus de 100 km d'ici. Le personnel russe sur la plateforme a finalement remarqué la menace qui approchait. À travers la caméra du drone, les opérateurs du service de sécurité d'Ukraine voyaient des silhouettes courir sur le pont de la plateforme et pointer en direction du navire qui approchait. Certains attrapèrent des fusils, d'autres criaient dans la radio, mais leurs actions étaient inutiles. Sea Baby était déjà à moins de 5 minutes de la collision et aucun des systèmes d'armement sur la plateforme ne pouvait l'arrêter. À 9h50, le drone Sea Baby a percuté le nœud porteur principal de la tour Boïka avec la puissance d'un train de fret. Les charges cumulatives placées autour de la partie avant ont dirigé l'énergie explosive directement dans les supports structurels de la plateforme, créant un effet de destruction que les manuels d'ingénierie décrivent comme une défaillance structurelle catastrophique. Pour moi, ce serait simplement une explosion diabolique. Belle combinaison, non? D'abord, un petit drone presque invisible qui détruit le radar et les structures autour de lui. La plateforme et l'aviation russe sont devenus aveugles. Pendant que le personnel éteint l'incendie et s'occupe de déblayer les décombres, un drone maritime commence à se diriger vers la plateforme. Cette fois, comme je l'ai déjà dit, avec une tonne d'explosifs. Et voilà qu'il détruit déjà cette plateforme. Boïka a été conçu comme un système intégré où chaque composant soutenait l'autre. Lorsque l'ogive Sea Baby a sectionné les principales connexions structurelles, cela a provoqué une réaction en chaîne d'effondrement, entraînant la chute de la plateforme section par section.
Les entrepôts, remplis d'équipements et de provisions, ont alimenté l'incendie grandissant lorsque leur contenu s'est enflammé et a explosé lors de détonations secondaires. Les réservoirs de carburant de la plateforme contenant du diesel pour les générateurs et l'équipement ont explosé en série. Chaque explosion de réservoir projetait de nouvelles langues de flammes à des centaines de mètres de hauteur, créant une colonne de feu visible depuis l'espace. La colonne de fumée s'est élevée à des milliers de mètres dans le ciel, devenant un monument visible de l'efficacité de l'attaque. 5 minutes après le coup de Sea Baby, toute la partie supérieure de la tour Boyko s'est effondrée dans la mer. Ce qui était autrefois une plateforme à plusieurs niveaux soutenant les opérations militaires russes est maintenant devenu une masse déformée d'acier et de béton émergeant de l'eau, semblable aux côtes d'un cadavre géant. Sur un autre sujet, Donald Trump a interdit l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 12 pays qui ne fournissent pas aux États-Unis les informations requises sur les personnes arrivant. Il y a seulement 2 jours, voyez-vous, il y a seulement 2 jours, le président Donald Trump a signé un décret qui met fin complètement à tous les voyages en provenance de 12 pays que l'administration Trump a désignés comme des pays à haut risque. Afghanistan, Myanmar, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Les voyages depuis ces pays ont été totalement interrompus. Parce que tous ces pays étaient directement liés à des choses comme le terrorisme et la fraude liée au visa. Regardez ça. Rien qu'hier après-midi, la représentante somalienne au Congrès, Ilhan Omar, a fait cette déclaration absolument cinglante. Cette politique discriminatoire est plus qu'une honte, c'est pire que ça. Tout comme sa première interdiction d'entrée pour les musulmans, cette dernière déclaration va complètement à l'encontre de la morale fondamentale et contredit nos valeurs. Cette politique russe ne nous rendra pas plus en sécurité, elle séparera des familles et mettra des vies en danger. Nous ne pouvons pas le permettre. Vous avez entendu, les amis ? Selon la représentante somalienne au Congrès, Ilhan Omar, l'interdiction de voyager depuis des foyers terroristes connus, c'est du racisme. N'est-ce pas un peu étrange ? Je me demande si elle ne projette pas ici quelque chose de personnel ? Ilhan Omar a été élu au Congrès américain dans une ville où la majorité de la population est originaire de Somalie et des pays voisins. Et donc, la députée Omar, elle parle anglais, mais elle pense comme une Somalienne. Les conservateurs, en particulier, affirment que la montée de l'islamophobie n'est pas le résultat de la haine, mais de la peur, selon eux, une peur tout à fait justifiée face au soi-disant terrorisme djihadiste. Que ce soit Fort Hood, San Bernardino ou la récente attaque au camion à New York. Que leur répondriez-vous ? Je dirais que dans notre pays, il faudrait plutôt craindre les hommes blancs à travers tout le pays, car ce sont eux qui, en réalité, sont la cause de la majorité des décès dans ce pays. Nous devons faire du profilage, de la surveillance et élaborer des politiques pour lutter contre la radicalisation des hommes blancs et créer des politiques pour combattre la radicalisation des hommes blancs. Eh bien, il faut surveiller et arrêter la radicalisation des hommes blancs. C'est une idée géniale, à mon avis. C'est vraiment une idée remarquable. Par exemple, les Ukrainiens n'ont jamais lu le mémorandum de Budapest, tout comme les gauchistes aux États-Unis ne prennent jamais connaissance des lois et des décrets contre lesquels ils luttent. Je félicite le président pour l'interdiction nécessaire et attendue d'entrer dans le pays des citoyens de pays que nous ne pouvons pas contrôler, ayant un passé de violence et de terrorisme. Prenons l'exemple d'Haïti, où les gangs violents contrôlent presque tout le pays, et de la Somalie, dominée par le terrorisme islamique. Que signifie réellement le fait de vérifier une personne provenant de ces pays ? Il n'y a aucune institution d'État pouvant effectuer une vérification des biographies. La gauche répand depuis longtemps le mensonge selon lequel nous pourrions soi-disant vérifier les biographies des immigrés illégaux ou des personnes venant de pays dangereux. C'est tout simplement impossible. Réfléchissez-y vous-même. Que faisons-nous avec les jeunes Américains qui veulent rejoindre l'armée ou travailler dans les forces de l'ordre ? Ils doivent indiquer où ils ont vécu. Contactez le commissariat local et la police d'État pour vérifier qu'ils sont qualifiés pour ce travail. Dans de nombreux pays, il n'y a pas d'institution pour de telles vérifications. C'est une victoire pour le bon sens et la sécurité de l'Amérique. Selon le sénateur Dan Goldman, Trump veut interdire et limiter l'entrée de certaines personnes parce qu'elles ne sont pas blanches. Ça me fait toujours sourire
quand toute action qui ne plaît pas à la gauche est immédiatement qualifiée de racisme. Mais si la gauche, sur la base de la race, et non des connaissances ou de l'expérience, choisit une personne pour des études ou un emploi, c'est-à-dire que, selon la définition classique du racisme, cela s'appelle du racisme inversé, donc du racisme à l'envers, et non du racisme tout court. C'est-à-dire que c'est même encouragé. L'essentiel, oui. Donc, si tu es de gauche et que tu fais ça, c'est bien. Mais si tu es de droite et que tu fais la même chose, alors c'est horrible. Hier, un autre juge est intervenu dans l'ordre de Trump et a interdit l'expulsion de la famille sédu terroriste. Et en plus, ils étaient tous dans le pays illégalement, toute la famille. Dans ce cas, une juge du Colorado a suspendu la tentative de l'administration de déporter toute la famille du présumé agresseur, sa femme et leurs enfants âgés de 4 à 18 ans. Permettez-moi simplement de vous lire, Scott, puis vous pourrez répondre ce qu'a dit l'avocat de la famille. Punir des personnes, y compris des enfants dès l'âge de 4 ans, pour les actions présumées de leurs proches, c'est le signe de systèmes judiciaires médiévaux ou de dictatures policières, et non de la démocratie. Cette famille se trouve dans le pays légalement. Franchement, je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr, oui. Et il est évident qu'il existe dans cette famille un extrémisme radical qui a maintenant conduit à la mise à mort littérale de citoyens américains dans les rues de ce pays. C'est un acte évident de terrorisme intérieur. Et encore une fois, nous voyons comment un juge de district individuel intervient pour tenter d'empêcher le commandant en chef des États-Unis de protéger les Américains contre une invasion manifeste du radicalisme. Premièrement et deuxièmement, l'interdiction d'entrée a une raison valable. Ces pays ne vérifient ni ne partagent les informations sur les personnes provenant de ces contrées. Ce qui unit ces pays, c'est que leurs gouvernements sont des États défaillants. Ils ne fonctionnent pas, ce qui explique pourquoi les gens dépassent la durée de validité de leur visa. Tous ces pays créent d'énormes problèmes pour notre gouvernement lorsqu'il essaie de déterminer qui vient ici, pourquoi, pour combien de temps et ce qu'ils feront une fois arrivés ici. Dans notre pays, il y a eu une prise de conscience de l'abus du système de visa. Avec un visa, vous êtes un invité dans ce pays et n'avez pas le droit d'y rester. Et nous avons déjà vu comment certains de nos invités se retournent contre de vrais Américains. Et cela doit cesser. Je vous ai montré le discours du brillant journaliste Scott James qui, parmi les 6 participants au débat, était le seul à dire « Ils sont ici illégalement, ils ne devraient pas être ici, ils doivent être expulsés ». Les autres pensaient là que c'était du racisme et de l'islamophobie. La discussion sur le voyage en Ukraine des sénateurs Graham et Blumenthal se poursuit. Sans compter les 800 000 $ qu'ils ont dépensés pour une seule nuit dans un hôtel à Kiev, ils ont pris 2 chambres, pas une seule. Nul ne comprend pourquoi ils ont payé un tel montant. Ils ont encore dit beaucoup de choses. En étant là-bas, Lindsey Graham a aidé à envoyer plus d'argent en Ukraine que dans n'importe quelle partie des États-Unis. Il a à peine dit un mot quand votre voisin en Caroline du Nord avait des problèmes. Ensuite, il obtient enfin une pause dans le travail du Congrès. Il ne rentre pas chez lui en Caroline du Sud pour rendre visite à ses électeurs et aux habitants de son district, mais il part directement pour l'Ukraine. Il est allé en Ukraine 6 fois, alors qu'il n'a été dans son propre district que 2 fois. Cet homme est-il sénateur pour l'Ukraine ou pour les États-Unis? Lindsey Graham a surpris tout le monde lorsqu'il n'est pas allé rendre compte à ses électeurs chez lui, mais qu'il est reparti en Ukraine pour la 8e fois. Alors, donc le président des États-Unis a le pouvoir de s'occuper des questions de politique étrangère. Ensuite, il délègue ses pouvoirs au secrétaire d'État qui, à son tour, les transmet à celui qui est venu sous la direction de Marc Rubio. Mais maintenant, nous avons Lindsey Graham, qui menace la Chine, menace la Russie, dit que nous devons raser la Russie jusqu'à la base, que nous devons leur imposer un tarif de 500%. Il mène ses négociations en coulisses, privées, fermées. Cela m'inquiète beaucoup. Surtout parce qu'il devrait se soucier de la Caroline du Sud et de l'Amérique, mais toute son attention, apparemment, est concentrée sur le peuple ukrainien.
Oui, alors toi, moi et tous ceux qui regardent cette émission et dans tout le pays, nous nous posons des questions. Pourquoi Là-bas que... Il est là-bas. il fait il s'est avéré qu'il y avait plusieurs points intéressants. Nous en avons déjà mentionné certains. Il est là-bas pour effacer les traces, détruire des documents, dissimuler les anciennes activités financières avec Zelensky, parce qu'il sait qu'il fait l'objet d'une enquête. Et tout cela va bientôt ressortir. Qu'allons-nous vraiment apprendre ? Larry Johnson, ancien employé de la CIA, a soulevé cette question qui fera l'objet d'une enquête. Et probablement, nous verrons bientôt beaucoup de nouvelles sur la façon dont il a tiré un avantage financier de ses affaires avec l'Ukraine. Et bien sûr, lui... Un autre nom de famille ? Un fauteur de guerre, donc il essaye d'attiser le conflit. Il est en fin de carrière en tant que sénateur américain, et comme vous le savez, je participe à une campagne contre lui, et le voilà qui réapparaît avec de l'argent à la dernière minute, apparemment. Donc nous en avons tous assez de ça. Et cela soulève la question de la loi Logan, car il n'a pas le droit de conclure de tels accords là-bas. Il n'est pas dans une position pour faire ça. Et j'attends que le président Trump et son équipe fassent quelque chose pour le ramener à la maison et le retirer de là-bas. Et le sortir de là avant qu'il ne déclenche la Troisième Guerre mondiale. Graham est connu comme le sénateur qui appelle toujours à la guerre. Toujours. De toute façon, sa réponse, c'est la guerre. Tiens, j'ai appris un truc. On a commencé à enquêter sur Grema pour, comme ils l'ont dit, un enrichissement inexpliqué, à propos duquel nous devrions, je cite, entendre beaucoup de choses et très bientôt. Voilà ce qu'on nous a dit, donc, et aussi apparemment, Leslie, la deuxième chose que j'ai entendue, qui m'a surpris, c'est donc Leslie. Grema est parti en Ukraine, brûler des papiers et faire disparaître les preuves. Je ne connais pas le sujet de cette conversation, ni si c'est vrai ou faux. Donc, on verra bien, comme on dit. Il a dépensé plus de 400 000 $ en seulement quelques jours à l'hôtel, mais il a lui-même approuvé son voyage là-bas, il a lui-même validé ses compensations. Je veux dire, si ce gars est si apprécié et utile pour Volodymyr Zelensky et le peuple ukrainien, pourquoi ne pas le payer ? La chambre ? Pourquoi ? Pourquoi cela coûte-t-il des centaines de milliers de dollars par nuit, payés avec l'argent des contribuables ? Et pourquoi seulement quelques jours après avoir séjourné en Ukraine et déclaré que nous devions frapper la Russie ? Ils mènent cette opération ultra secrète, au cours de laquelle ils détruisent du matériel militaire d'une valeur de 7 milliards de dollars et font exploser un pont reliant la Russie à la Crimée. À mon avis, tout cela doit faire l'objet d'une enquête. Vous voyez, c'est une coïncidence intéressante, non ? Alors, de quoi parlait Graham avec Zelensky ? Graham a déclaré après sa conversation avec Zelensky qu'il était temps de frapper la Russie. 48 heures plus tard, l'Ukraine a frappé. S'il existe un lien entre ces événements, Graham sera jugé aux États-Unis en vertu de la loi Logan. J'en ai parlé hier. Personne n'a le droit d'interférer dans les relations étrangères des États-Unis avec d'autres pays, à moins d'être nommé par le président, officiellement nommé par le président. C'est pour cela qu'on peut être condamné jusqu'à 4 ans, si je ne me trompe pas. Permettez-moi de dire quelques mots sur le sénateur Graham. En réalité, dans les prochains mois, il y aura des nouvelles sur la façon dont il a tiré un avantage financier de l'argent venu d'Ukraine, blanchi à travers la Lettonie et qui a finalement atterri sur son compte bancaire. Et il s'agit de sommes d'argent importantes. Le ministère de la Justice s'occupe de cette affaire. C'était l'ancien haut fonctionnaire de la CIA qui vient de parler. Et ils ne mentent généralement pas. Vous savez, ils peuvent ne pas tout raconter, présenter les choses sous un autre angle, oublier quelque chose, omettre quelque chose, ou au contraire, mentionner quelque chose qui n'est pas si important. Mais mentir comme ça, mentir, ils ne mentent pas. C'est ce qu'a dit, en gros, un ancien haut responsable de la CIA. Il n'y travaille plus, d'ailleurs, ce sont des agents de la CIA. D'habitude, ils ne mentent pas. C'est-à-dire que dans le coffre, d'habitude, ils ne mentent pas. Embellir, ajouter quelque chose, inventer, ne pas tout raconter. Mais s'ils affirment quelque chose, en général, c'est vraiment comme ça. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est l'un de mes sénateurs préférés, Rand Paul. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en principe, pour ainsi dire, de mon point de vue, il est incroyablement intelligent, incroyablement cultivé. Il a une position bien à lui.
Et de plus, contrairement à... Vous savez, il y a 100 sénateurs au total. À mon avis, contrairement aux 97 autres qui ne défendent pas leur position, lui, il est prêt à défendre la sienne. Tout semble exagéré. Et ses dépenses, ça c'est sûr. Et pour montrer à quel point c'est énorme, disons qu'on parle de 300 milliards. Eh bien, la réduction du ministère de la Justice représente environ 150 à 200 milliards. Dès le début, nous avons donc augmenté les dépenses plus que toutes ces réductions combinées. Je pense qu'Ivan Musk a fait un travail remarquable en trouvant toutes ces informations. Et maintenant, nous compensons cela par de nouvelles dépenses. Nous devons agir ainsi. Pour moi, ce projet de loi a toujours été repris et conçu par Lindsey Graham pour faire exploser les plafonds des dépenses et le budget militaire. Ils se réjouissent, nous réussissons sans concession aux démocrates, seulement avec les républicains, donc nous aurons plus de fonds pour l'armée. Mais le budget militaire a déjà augmenté de 3% cette année, et maintenant ils vont y ajouter encore 150 milliards. Je crois qu'on ne peut pas à la fois être conservateur, défendre la discipline budgétaire et soutenir des dépenses illimitées pour la frontière et l'armée. Il pointe directement du doigt Lindsey Graham. Vous voulez parler de ceux qui poussent à des dépenses supplémentaires pour la guerre, pour donner de l'argent à des pays étrangers afin de s'en mettre plein les poches? Le sénateur Lindsey. Pensez-vous du fait que Rand Paul l'a critiqué? Je pense que c'est absolument correct. Il a visé juste. Et si nous avons une réduction, vous savez, 3 moins 2, cela fait quand même 1, donc il y a un tiers de dépenses en plus selon cette arithmétique. Et tout cela revient à Zelensky, va à l'aide étrangère, à l'OZIT que Lindsey dirigeait et dont il faisait partie du Conseil. C'est très corrompu, cela suscite des soupçons et il y a déjà eu des accusations. Vous savez, ça suffit déjà. Je ne comprends pas pourquoi on lui permet d'être là-bas. Il devrait être renvoyé chez lui, enquêté et arrêté. L'Ukraine et Zelensky sont constamment mentionnés en lien avec la corruption. Nous sommes fatigués de financer des individus corrompus. Ceux qui font campagne pour toujours plus d'argent reçoivent une partie de cet argent dans leur propre poche. Cela doit être arrêté. C'est ce que j'essaie de faire passer rapidement. C'est ce qu'on répète très souvent et beaucoup ces derniers mois à la télévision, lors de toutes sortes de réunions, dans les lettres, dans les articles, etc. Je ne sais pas si ce qu'on raconte est vrai ou non. Mais quand un officier de la CIA dit « Vous verrez bientôt », même un sénateur américain appelle un autre sénateur par son nom, en l'accusant de quelque chose, en l'accusant, pour ainsi dire, d'avoir soutiré de l'argent pour les dépenses militaires en aide à l'Ukraine. Et il n'oubliait pas, pour ainsi dire, il n'oubliait pas de parler de lui-même non plus. Il disait « Messieurs, enquêtez, ou alors arrêtez de parler de ça, ou bien annoncez les résultats et montrez-les-nous. » Contrairement aux troïkas en Union soviétique, dans la Russie soviétique autrefois, oui pour ainsi dire, ici ils montrent, ils expliquent. Ensuite, il peut y avoir un recours devant la cour d'appel et d'autres choses similaires. Il peut se passer beaucoup de choses et tu as menti. Bon d'accord, disons-le ainsi, l'Amérique, les pères fondateurs nous ont avertis de ne jamais, en aucun cas, nous mêler des affaires européennes. Je pense que c'était George Washington, notre premier président, qui a donné ce conseil en disant « Écoutez, faites du commerce avec ces peuples, mais ne vous mêlez pas de leur guerre. Cela nuira au pays. » Et qu'avons-nous fait? Nous avons pratiquement mené l'Amérique à la faillite en nous impliquant dans toutes ces différentes guerres. Cela doit cesser. Et puis vous voyez par exemple le militariste Lindsey Graham. Que fait-il? Il fait pression pour injecter encore plus d'argent dans le budget militaire. Et je trouve tout simplement étrange à quel point il veut s'ingérer dans les affaires étrangères en distribuant l'argent durement gagné des contribuables. Vous avez bien des employés, n'est-ce pas? Si les allègements fiscaux de Donald Trump sont annulés, ils vont tous commencer à s'agiter. Comment vais-je maintenant donner plus d'argent à l'oncle Sam? Et puis vous apprenez que Lindsey Graham, juste dans leur ville, vote pour envoyer leur argent à Volodymyr Zelensky en Ukraine. C'est tout simplement insultant pour les Américains travailleurs qu'on oblige à payer ses impôts. Chers Ukrainiens, c'est là la position de l'Américain moyen. Si vous pensez que les États-Unis vont continuer à vous aider encore longtemps, réfléchissez-y à 2 fois. L'aide peut s'arrêter à tout moment. Pas du tout, en fait. Bon, d'accord. Et pour l'apéritif?
Chers démocrates et pseudo-républicains, vous changez d'avis comme de chemise. Un coup, c'est Musk qui manipule Trump, puis c'est Trump qui a été manipulé par Poutine. Ensuite, Musk veut renverser Trump et mettre une autre marionnette à sa place. Donc, Vensa, actuellement vice-président, Trump et Musk ne sont pas des adversaires. Vous avez tout mal compris, ils veulent la même chose. C'est juste que Musk pense qu'il y a au moins quelqu'un d'honnête et de respectable au Congrès et au Sénat, alors que Trump, après son premier mandat, sait déjà qu'il n'y en a pas. Eh bien non, il n'y en a pas. Et il faut tous les soudoyer, même pour qu'ils fassent quelque chose de très important, vraiment utile pour le pays. Je parle du projet de loi que Donald Trump appelle « grand et beau » ou « grand et magnifique », je ne sais pas. Et Elon Musk pense qu'il faut encore beaucoup, donc il faut en retirer quelque chose, ce qui conduira en réalité à un refus de soutien au Sénat et au Congrès. Mais c'est un romantique, bon, il a un autisme pas très prononcé, mais de l'autisme, il ne peut pas comprendre certaines choses. Comment ça ? Mais ce n'est pas correct. Alors pourquoi faites-vous cela si ce n'est pas correct ? Le projet de loi serait encore plus beau si on faisait comme le veut Elon Musk, mais il ne sera pas adopté, et c'est cela de mon point de vue qu'Elon Musk, qui est impatient, ne veut pas comprendre. Il ne peut pas. Je ne sais pas, je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni psychothérapeute avec tout ce que cela implique. Il ne veut tout simplement pas comprendre, c'est tout, ou il ne peut pas, c'est tout. Il veut tout de suite, et comme il faut. Je suis absolument d'accord avec lui, mais ça ne se passe pas comme ça. En démocratie politique, il faut déjà se réjouir si cela ne meurt pas et si cela aboutit à certains résultats positifs, même si ce ne sont pas tous ceux que l'on souhaitait. Lentement, mais dans une certaine direction. Regardez, nous parlons tout le temps du fait que les socialistes de gauche, les progressistes, je ne sais pas, les libéraux et autres, il y a 30 ou 40 ans, sont allés dans les écoles. Et regardez quel résultat génial ils ont obtenu. Terrible pour nous, mais génial pour eux. La majorité des personnes instruites sont de gauche. Voilà pourquoi ? Parce qu'ils ont accepté de ne pas tout faire d'un coup, pas toute la révolution, oui, mais lentement, en avançant petit à petit. Une petite victoire, déjà magnifique, une autre victoire, c'est merveilleux. Après la première, la deuxième, la troisième, la 10e, la 20e victoire, on peut déjà faire un effort et expulser complètement des universités toutes les personnes guinardes qui ne sont pas d'accord avec nous. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que Karl Marx soit une lumière à laquelle il faut simplement prier le matin, le soir, l'après-midi. Et il n'est pas forcément nécessaire de s'agenouiller vers l'Est, on peut aussi s'agenouiller vers l'Ouest. Donc, nous devons adopter ce projet de loi absolument. Jusqu'au 4 juillet. Voilà, bon, les délais sont déjà serrés, il faut faire ça rapidement. C'est tout, regardez notre chaîne Feuille de route vers la liberté, lien en bas. Et là, eh bien, il est décrit comment on peut se débarrasser de la démocratie politique et construire quelque chose de complètement différent. Et regardez, il y a longtemps, un livre intitulé « Le Capital » a été écrit, qui en général est devenu la base. Des dizaines de pays ont commencé à construire le système décrit, ce qui est effrayant. D'ailleurs, avant Marx, un autre livre a été écrit, très court, intitulé « Le bon sens » de Thomas Paine, qui, après avoir été lue et découverte, a servi de base. Elle a servi de fondement aux États-Unis d'Amérique, à de nombreux États capitalistes de libre marché qui ont construit la démocratie politique. Il y a maintenant un autre homme génial, Golambous, j'ai déjà mentionné son nom, qui a écrit Plus précisément, il a créé une nouvelle science, qui s'appelle, c'est-à-dire une science sur les êtres dotés de liberté et de volonté. C'est justement cette science comment l'appliquer pour construire une société normale. Mieux que chez Marx, même mieux que ce qu'ont accompli Paine, Washington, Madison, Jefferson et d'autres.
D'ailleurs, la déclaration d'indépendance est pratiquement tirée de ce même livre de peine dont je parle. Je parle du bon sens. Bon, d'accord, alors disons au revoir. Les liens vers mes vidéos en anglais, français, portugais et espagnol se trouvent ci-dessous. D'autres langues viendront plus tard. Mais pour l'instant, au revoir et merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine fois. Les sous-titres ont été créés par moi.